Ma belle-mère a dit à toute la famille que j'étais ingrate parce que je n'allais jamais sur la tombe de mon père. Je me suis levé, j'ai sorti les reçus de courrier recommandés, et j'ai montré à tout le monde où il vivait vraiment depuis 6 ans. Elle est devenue blanche comme un linge, a laissé tomber son verre, et n'a même pas pu parler. Il y avait 31 reçus de courrier recommandés, dans la boîte à chaussures sous mon lit, et chaque carte, dans cette boîte, était signée de la main de mon père. La plus récente datait de 3 semaines. Pourtant, mon père était censé être mort depuis 6 ans. Je travaillais dans les assurances. Je traitais des réclamations en assurance de dommages pour gagner ma vie, ce qui signifiait que j'avais lu plus d'actes de décès que la plupart des directeurs de pompes funèbres. Et je savais exactement à quoi en ressemblait un quand il était vrai, et à quoi cela ressemblait quand il n'existait pas du tout. Je n'avais jamais vu celui de mon père. Ni le rapport du médecin légiste, ni le permis d'inhumer, ni même un résumé de sortie d'hôpital. Juste Corinne, debout sur le pas de la porte de mon appartement, il y a 6 ans, prononçant le mot « parti », comme on annoncerait la fermeture d'un magasin pour la nuit. Et une famille qui l'avait cru, parce que le deuil ne s'accompagne généralement pas de paperasse, et que personne ne veut être celui qui réclame des justificatifs à une veuve. Je ne le savais pas. Encore, debout dans ma cuisine, ce récépissé vert tremblant dans ma main, mais 4 jours plus tard, j'allais me lever à la table de Thanksgiving de ma belle-mère, et mettre fin à la seule histoire que ma famille avait accepté de croire pendant 6 ans. Mon père, Walter, avait épousé Corinne quand j'avais 19 ans, 4 ans après le décès de ma mère d'un cancer de l'ovaire. Elle lui avait laissé une maison avec 2 chambres, un prêt hypothécaire, et une activité secondaire gérant 3 duplex en location, hérité de son propre père. Corinne avait une licence d'agent immobilier, et un rire qu'on pouvait entendre à l'autre bout d'un parking. Pendant longtemps, elle a été sincèrement bonne pour lui. C'est elle qui l'a aidé à transformer ses 3 duplex en Voss Property Management LLC, atteignant 14 immeubles quand j'ai eu 30 ans, soit environ 340 000 $ par an de revenus locatifs cumulés. Tout était géré depuis un bureau aménagé dans le garage, avec une cafetière qui n'était jamais nettoyée, et un tableau en liège recouvert de dates de renouvellement de bail. Mon frère, Desmond, l'a apprécié instantanément, et ne s'est jamais vraiment arrêté. Ma demi-sœur, Nova, la fille de Corinne et d'un mariage précédent, était plus calme, plus proche de mon âge, et, une fois adulte, plus proche de moi que de sa propre mère. Mon père était le genre d'homme qui gardait un mètre ruban accroché à sa ceinture, même le week-end, qui pouvait vous donner la superficie d'une pièce à l'œil nu à 1 mètre près, qui appelait chaque locataire par son prénom, et se souvenait de l'anniversaire de leurs enfants sans rien noter. Lui et Corinne organisaient, chaque année, un barbecue pour le 4 juillet où la moitié du quartier se pressait. Il restait debout devant le grill, portant la même casquette délavée des Royals de Kansas City pendant 6 étés d'affilée. Retournant des burgers et débattant gentiment avec Desmond pour savoir si les Chiefs gagneraient à nouveau le Super Bowl. C'était la version de lui que j'avais gardée en moi pendant 1 an, après que Corinne m'eût dit qu'il était parti, un homme avec un mètre ruban et un mauvais tablier de cuisine, figé dans le temps, incapable de prendre un jour de plus. Il y a 6 ans, environ 2 mois après le mariage d'une amie d'université, où mon père m'avait accompagné dans la haie d'honneur en faisant sa blague habituelle sur le fait qu'il offrait des mariés pour gagner sa vie, il a cessé de répondre au téléphone. Corinne nous a raconté qu'il avait eu une crise cardiaque lors d'un voyage d'affaires, alors qu'il inspectait un bien 2 états plus loin. Elle restait floue sur le nom de l'hôpital. Il n'y a pas eu d'obsèques. Elle a prétendu qu'il lui avait dit, un jour, des années plus tôt, en passant, que s'il lui arrivait quelque chose, il voulait être incinéré immédiatement, sans cérémonie, sans histoire, et sans présentation du corps. Elle a affirmé avoir honoré cette volonté, seule. Elle ne nous a jamais dit où. Je me souviens m'être tenu dans ma cuisine, le jour où elle a appelé pour
m'annonçait la nouvelle, avec une liste de courses encore aimantée à mon frigo. Où de l'essuie-tout et de la nourriture pour chien était à moitié raturé, mon chien aboyant sur un camion de livraison dehors, en me disant. De la façon là. Plus plate et la plus inutile qui soit, rien de tout cela ne semble réel. J'avais 34 ans. J'ai passé les 6 années suivantes à être la fille qui ne visitait jamais le cimetière. Parce qu'il n'y avait pas de cimetière. Et parce que je n'avais jamais vraiment réussi à me résoudre à lui demander le nom de celui qu'elle avait, apparemment, choisi toute seule. Mes mains n'ont pas cessé de trembler pendant la majeure partie de cette première semaine, et je me suis dit que c'était le deuil. Il me faudrait encore 5 ans pour comprendre que mon corps avait essayé de me dire quelque chose que mon esprit n'était absolument pas prêt à entendre. Il y a eu une chose que j'avais remarquée à l'époque, et que j'avais laissée de côté, car la peine ne laisse pas beaucoup de place aux questions complémentaires. Au bout d'environ 8 mois, j'ai demandé à Corinne si elle avait besoin d'aide pour les démarches d'assurance vie. C'était, très littéralement, mon vrai travail. Je traitais des réclamations de ce genre toutes les semaines, et j'aurais pu tout régler avec elle en 20 minutes. Elle m'a répondu que c'était réglé, d'un ton qui a fermé la conversation comme une porte qu'on claque. Je n'ai pas insisté. Personne n'insiste auprès d'une veuve. J'ai classé ce moment dans la catégorie des choses auxquelles je repenserai plus tard, puis, comme pour la plupart des choses classées là, je ne l'ai pas fait. Le premier courrier recommandé est arrivé environ 1 an après cette conversation dans la cuisine. J'ai failli ne pas signer le récépissé. J'étais déjà en retard pour mes courses du dimanche, et la factrice m'a lancé un regard désolé, comme si elle soupçonnait elle aussi qu'il s'agissait d'un recouvreur de dette qui se trompait de destinataire. L'adresse de retour appartenait à un cabinet d'avocats situé 2 états plus loin, un nom que je ne connaissais pas. Ferry et Cole, avocats. À l'intérieur, se trouvait un dossier agrafé adressé à Walter Voss, au bon soin de Mara Voss. J'ai lu, peut-être, le premier paragraphe. Tribunal de la famille, requête en dissolution de mariage. Walter A. Voss, demandeur. Corinne. Monsieur Voss, défenderesse. J'ai vraiment ri, toute seule, debout devant le comptoir de ma cuisine, parce que cela me semblait tellement absurde. Un assistant juridique avait manifestement ressorti le dossier d'un ancien client. Le nom de mon père était assez courant. C'était une erreur administrative qui se réglerait d'elle-même, dès l'instant où j'appellerais le numéro sur l'entête. Pour expliquer que le demandeur en question était mort depuis plus d'1 an. Je l'ai rangé dans un tiroir de la cuisine, celui avec les menus à emporter et le ouvre-boîte cassé, et je me suis dit que je m'en occuperais pendant ma pause déjeuner dans la semaine. Je n'ai pas appelé. Les semaines sont devenues des mois. Je me disais que j'étais occupé, mais la vérité était plus mesquine, et plus laide que cela. Une partie de moi ne voulait pas être cette personne qui appelle l'avocat d'un homme mort, pour devoir expliquer, une fois de plus, qu'il était décédé. J'avais déjà fait cela bien assez de fois durant cette première année, en corrigeant un ancien collègue confus, ou en disant à une pharmacie qu'elle pouvait cesser d'envoyer des rappels de renouvellement. Je n'avais pas l'estomac pour subir une version supplémentaire de cette discussion. La lettre est donc restée dans le tiroir, rationalisée et classée sous l'étiquette « Pas mon problème, erreur de bureau, pub macabre ». La deuxième est arrivée 4 mois plus tard, du même cabinet. Cette fois, glissée à l'intérieur du paquet, se trouvait une demi-feuille déchirée d'un bloc-notes jaune, avec 4 lignes écrites à la main, « Ma chérie, je me bats toujours. S'il te plaît, ne jette pas ça. Je t'expliquerai tout dès que je pourrai. Je t'aime, papa. » Je connaissais son écriture. J'avais grandi en le regardant remplir des contrats de bail sur la table de la cuisine, avec cette même écriture de gaucher, penché et griffonné, et cette même façon de barrer ses sets d'un trait horizontal rapide. Ce n'était pas
Similaire, c'était la sienne. Mes mains ne s'arrêtaient plus de trembler. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine. Je ne me souviens pas avoir décidé de m'asseoir, seulement du froid du carrelage traversant mon jean. J'ai lu cette demi-feuille de papier peut-être 40 fois, comme si elle allait se transformer en quelque chose de moins impossible si je la regardais seulement assez longtemps. Je me suis dit que les gens imitaient les écritures. Je me suis dit que le deuil vous fait voir ce que vous voulez voir. Mais aucune de ces explications ne tenait face à un problème évident, je n'avais pas voulu cela. J'avais passé un an à construire une version de ma vie qui n'incluait pas de père, parce que c'était plus facile que l'alternative, et voilà qu'une partie de moi était presque en colère contre cette lettre, pour m'avoir redonné envie de cette alternative. Je n'en ai toujours parlé à personne. Desmond s'était construit toute une identité de fils en deuil autour de la mort de papa. Il avait prononcé un éloge funèbre lors d'une cérémonie commémorative organisée par Corinne, 8 mois après le drame. Pas de cercueil, juste un diaporama et trop de vin, et il avait versé de vraies larmes en le lisant sur son téléphone. Si je l'avais appelé avec une demi-feuille déchirée et une théorie, il aurait pensé que j'avais craqué. Nova m'aurait peut-être cru, mais Nova et moi ne nous parlions que 2 fois par an à l'époque, essentiellement par texto logistique. Sur le travail. Et Corinne. Je ne pouvais même pas formuler la phrase, et, je crois que papa est vivant et qu'il poursuit une procédure de divorce contre toi. Il n'existait aucune version de cette question qui ne semblât pas folle, ou cruelle, ou les deux. J'ai donc fait la chose que mon travail m'avait apprise. Sans que je m'en rende compte, je l'ai classée. J'ai acheté une petite cassette métallique dans un magasin de fournitures de bureau, j'y ai déposé les 2 courriers, et je me suis dit que je m'en occuperais dès que j'aurais plus d'informations. Je ne me suis pas demandé, sur le moment, pourquoi je ressentais le besoin de la fermer à clé. Lorsque le 3e courrier est arrivé, un mardi du mois de mars, environ 18 mois après le premier, j'ai cessé de pouvoir prétendre qu'il s'agissait d'une erreur administrative. Il comportait un en-tête d'affaires dactylographié en haut de la page, avec un vrai numéro de dossier, le 20 EDAR 04471, un vrai numéro rattaché à un vrai tribunal situé 3 comtés plus loin. C'était dans le comté où mon père inspectait autrefois l'un des plus anciens duplex de l'entreprise. J'ai abordé le sujet de manière indirecte, lors du dîner de Pâques cette année-là, autour du jambon sur lequel Corinne avait passé toute sa matinée. C'était la seule façon que j'avais trouvé d'interroger sans poser directement la question. J'ai dit, d'un air trop détaché, qu'au travail je m'occupais tout le temps de changement de bénéficiaire et de papier de propriété, et je me suis demandé à haute voix si l'entreprise avait eu besoin de mise à jour légale après la mort de papa. Ce genre de choses n'était pas toujours automatique. La fourchette de Corinne s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche, pendant exactement 1 seconde. Puis, elle a souri, de ce même sourire d'hôte chaleureuse qu'elle avait porté toute ma vie d'adulte, et m'a répondu que l'entreprise était compliquée, ma chérie, tu ne veux pas de ce casse-tête. Avant de me passer les haricots verts. Desmond a changé de sujet pour parler d'un voyage au golf. Nova, en face, n'a rien dit du tout, mais je l'ai surprise. A observé sa mère un demi-battement de cils de plus que ne le nécessitait la conversation. Je me suis dit que ce détournement de conversation n'était pas un aveu, mais que ce n'était pas rien non plus. J'ai repris la route ce soir-là avec un nœud à l'estomac que je ne pouvais pas encore nommer, rejouant en boucle 7 secondes de pause, la fourchette suspendue, tout au long de l'autoroute. C'est Nova, des mois plus tard, qui m'a transmis la pièce suivante sans le vouloir. Dans un texto portant sur toute autre chose, elle a mentionné qu'elle avait besoin d'une signature notariée de sa mère pour le refinancement de l'immeuble de la rue Cypress, et que Corinne avait rouspété d'être toujours le seul nom inscrit sur tous les documents 6 ans plus tard. Comme si rien n'avait jamais changé. Toujours le seul nom, 6 ans plus tard, comme si rien n'avait jamais
Changer. J'ai cherché Voss Property Management LLC sur le registre des entreprises du secrétariat d'État ce soir-là, par habitude professionnelle plus que par suspicion au début, comme je l'aurais fait pour n'importe quelle petite société impliquée dans un dossier. Le dossier était public. 2 membres gérants. Nommément cités, Walter A. Voss et Corinne Monsieur Voss. Statut. Actif. Aucune modification enregistrée. Aucun transfert d'intérêt. Aucune dissolution. Aucun acte de succession. Rien. 6 ans après le début d'un prétendu veuvage, alors qu'elle gérait tout seule. Les documents administratifs affichaient toujours, en noir sur blanc, que mon père possédait la moitié d'une entreprise qu'il n'était censé plus être de ce monde pour posséder. Je suis resté assise un long moment face à cela. Les entreprises ne survivent généralement pas au décès d'un associé sans un dépôt de documents, un transfert à une succession, un accord de rachat, ou autre chose. J'avais traité suffisamment de dossiers de petites entreprises pour le savoir. L'absence de paperasse n'était pas neutre, c'était un vide ayant exactement la forme de l'explication que je n'avais jamais eue. J'ai passé une soirée de plus en plus frénétique à tenter de trouver un acte de décès via des bases de données d'avis de décès, et dans le comté que Corinne avait mentionné pour la crise cardiaque. J'ai même ouvert une page commémorative sur un site de généalogie. Avant de la supprimer 1 heure plus tard, car j'avais moins l'impression d'honorer mon père que de creuser sa tombe moi-même, par pure rancœur. Rien n'est ressorti. Aucun avis de décès trouvable, nulle part. Aucun registre d'inhumation. Aucun permis d'incinération. Seulement la parole de Corinne, vieille de 6 ans, et une déclaration d'entreprise qui, silencieusement et banalement, la contredisait. Le 5e courrier est arrivé 2 semaines avant le premier anniversaire de ce fameux dîner de Pâques, ce qui signifiait presque exactement 6 ans jour pour jour après que Corinne m'eût dit que mon père était parti. Il était plus épais que les autres. À l'intérieur, se trouvait une pièce judiciaire intitulée « Déclaration de recherche et de démarche diligente », longue de 6 pages, signée et notariée par une huissière de justice assermentée nommée Dolores Vance. Elle documentait 6 tentatives distinctes, étalées sur 3 ans, visant à remettre en main propre à Corinne Voss des papiers de divorce à la maison de Maple Ridge. C'était la maison où j'avais en partie grandi en y venant les week-ends, la maison où Corinne recevait pour chaque fête en veuve éplorée des dates, des heures, des descriptions. 16h40. Une femme correspondant à la description de la défenderesse est visible à travers la fenêtre avant. Pas de réponse après avoir frappé. 9h15. Le véhicule immatriculé au nom de la défenderesse est présent dans l'allée. Aucune réponse. Après 15 minutes. Une mention notée qu'un voisin avait confirmé, de manière officielle, que Corinne était bel et bien chez elle au moment de la tentative à 2. Signification. Je l'ai lu debout dans ma cuisine, à l'endroit exact où Corinne m'avait annoncé sa disparition 6 ans plus tôt, et tout mon corps est devenu froid, d'une manière qui n'avait rien à voir avec la météo extérieure. 6 tentatives. 3 ans. Une inconnue avec un presse-papier, se rendant à cette maison en Corée. Encore, regardant une femme que toute ma famille appelait « veuve », se cacher derrière sa propre porte d'entrée. Ce soir-là, j'ai composé le numéro figurant sur l'entête pour la première fois. Cela a sonné 4 fois. Une voix vive et professionnelle a répondu « Cabinet Ferry et Cole, droit de la famille, Denise à l'appareil ». J'ai donné mon nom. Et j'ai expliqué que je pensais qu'il y avait une erreur concernant un dossier impliquant mon père, Walter Voss, car il était mort depuis 6 ans. Il y a eu un temps d'arrêt à l'autre bout du fil, un vrai, de ceux qui vous en apprennent long avant même qu'un mot ne soit prononcé. Madame, a dit Denise. Avec précaution, pouvez-vous patienter pour Maître Ferry? Je pense que vous devriez discuter tous les deux. Ni Ferry avait la voix d'un homme qui avait passé 22 ans dans le droit de la famille,
apprenant exactement la dose de choc qu'un appel téléphonique pouvait transporter avant que la personne au bout du fil ne raccroche. Il n'a rien précipité. Il m'a dit clairement que Walter Voss était vivant, qu'il était son client, et qu'il essayait de finaliser un divorce d'avec Corinne Voss. Depuis près de 6 ans. La requête avait été déposée l'année même où tout le monde, dans la famille, avait appris sa mort, quelques semaines seulement après. En réalité. Toutefois, Ferry faisait attention à ne pas spéculer à haute voix sur ce que ce chevauchement de date pouvait signifier. Il m'a expliqué ce que j'avais déjà à moitié déduit par moi-même. Corinne ne pouvait pas être divorcée sans lui avoir signifié officiellement les actes, et Corinne, pendant 6 ans, s'était rendue extrêmement difficile à joindre. Dolores Vance n'était même pas la première huissière qu'ils avaient engagée. Elle était la 3e, celle qui avait enfin documenté suffisamment de tentatives pour que Ferry puisse demander à un juge un mode de signification alternatif. Cette requête était toujours en instance. Si elle était accordée, le divorce pourrait suivre son cours avec ou sans la coopération de Corinne. Et une fois cela fait, l'entreprise, 14 immeubles, co-détenus sur le papier depuis 6 années consécutives, deviendrait sujette à un partage équitable selon la loi de l'État. Votre père vous a envoyé des copies pour 2 raisons, m'a expliqué Ferry. Premièrement, parce que votre adresse était la seule qu'il possédait et que Corinne ne contrôlait pas. Deuxièmement, parce qu'il voulait qu'au moins une personne qu'il aimait dispose d'une trace écrite, au cas où il lui arriverait quelque chose avant que tout cela ne soit resolved. J'ai demandé, la voix tremblante, si je pouvais le voir. Ferry a répondu que cela restait entre mon père et moi, mais que son cabinet pouvait transmettre un message. En l'espace de 2 heures, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu, et la voix de mon père, plus faible que dans mes souvenirs, mais reconnaissable entre toutes, a dit « Mara, ma chérie. Cela fait 6 ans que j'attends cet appel. » Je l'ai rencontré 4 jours plus tard, dans un restaurant au bord de la route 9, le genre d'endroit avec des menus plastifiés collants, et une clochette au-dessus de la porte qui tintait bien trop joyeusement pour la conversation que nous allions avoir. Je m'assis en face d'un homme bel et bien vivant, qui a commandé un décaféiné par ancienne habitude, avant de n'en boire aucune goutte, et dont les mains tremblaient presque aussi fort que les miennes 6 ans auparavant. Il m'a donné la version courte. 2 ans avant sa prétendue mort, il avait découvert que Corinne avait ouvert un second compte, utilisant les dépôts de garantie des locataires de l'entreprise comme garantie informelle pour un prêt personnel dont elle ne lui avait jamais parlé. Lorsqu'il l'avait confrontée, elle lui avait dit clairement que s'il essayait de partir avec la moitié de ce qu'ils avaient construit ensemble, elle s'assurerait que cela lui coûte tout, publiquement et lentement. Il avait demandé le divorce malgré tout. 2 mois plus tard, avant qu'il n'ait pu être assigné, avant que l'affaire ne prenne une tournure concrète, Corinne a raconté à la famille, puis à quiconque posait la question, qu'il avait fait une crise cardiaque durant un voyage d'affaires. Il m'a confié qu'il lui avait fallu près d'1 an pour comprendre pourquoi personne, dans la famille, ne l'avait jamais appelé. Et lorsqu'il a enfin compris la situation, il n'y avait plus de moyen facile de revenir en arrière. Pas d'adresse, pas de numéro valide pour joindre Desmond, et personne qui n'aurait cru un fantôme débarquant dans son allée, de préférence à une femme qui avait pleuré à son propre hommage. Il avait encore sa casquette des Royales. Il l'avait apportée au restaurant avec lui, pliée dans la poche de sa veste, comme s'il n'était pas sûr qu'elle ait encore le droit de signifier quelque chose. Il l'a posée sur la table entre nous à un moment donné, sans expliquer pourquoi, se contentant de la retourner une fois du bout des doigts avant de la repousser. Je lui ai demandé pourquoi il n'était pas allé voir la police il y a 6 ans, au moment précis où il avait compris ce que Corinne avait raconté à tout le monde. Il m'a répondu qu'il y avait pensé pendant des mois. Mais aller voir la police signifiait un déballage public, qui entraînerait Desmond et Nova dans un calvaire, avant même qu'il n'ait une preuve plus solide que sa simple parole contre la sienne.
Et il était terrifié, véritablement terrifié, a-t-il dit, en regardant son café refroidir. Il craignait que s'il revenait trop tôt, en faisant trop de bruit. Sans rien pour appuyer ses dires, la famille ne prenne le parti de la veuve qu'elle aimait déjà, plutôt que celui de l'inconnu qui surgissait en prétendant être un défunt. Il a expliqué qu'il avait préféré constituer d'abord un dossier solide, et laisser les preuves écrites parler pour lui. Je ne lui ai pas dit, ce jour-là, que le dossier en question avait passé la majeure partie de 2 années enfermé dans une boîte métallique sous mon lit. Il y aurait du temps pour cette confession plus tard, et il y en a eu. J'ai apporté tout ce que j'avais rassemblé à Ferry la semaine suivante, et il m'a mis en relation avec Myriam Solem, une experte comptable judiciaire avec 19 ans d'expérience, spécialisée exactement dans ce genre de petites entreprises empêtrées dans des drames conjugaux. Solem a extrait les déclarations fiscales de la SARL, ainsi que les relevés bancaires que Ferry avait pu obtenir par assignation. En l'espace de 10 jours, elle m'a appelé pour me signaler un second problème, directement superposé au premier. Voss Property Management percevait environ 86 000 $ par an. Dépôt de garantie des locataires, de l'argent qui, selon la loi de l'État, devait rester intact sur un compte de dépôt séparé, jusqu'au départ effectif d'un locataire. L'analyse par Solem de 6 années de relevés montrait que ce compte avait été vidé, puis discrètement renfloué, selon un schéma qui ne correspondait à aucun renouvellement de bail trouvable. De l'argent sortait en montant rond, 4 000. Ici, 6 500 là, puis réapparaissait juste avant l'audit annuel de la commission de gestion immobilière chaque printemps, comme une horloge. Ce n'est plus seulement une affaire de divorce, m'a dit Ferry le jour où son rapport a atterri sur son bureau. C'est potentiellement un détournement de fonds. Et la commission d'agrément immobilier de l'État va vouloir savoir exactement pourquoi une gestionnaire agréée traitait le compte de dépôt des clients comme une ligne de crédit personnel. J'ai aussi passé un jeudi après-midi tranquille au bureau d'état civil du comté. Le genre de démarche qu'autrefois j'aurais qualifié de morbide, a demandé à un employé de vérifier dans le système d'état civil s'il existait un acte de décès au nom de mon père remontant à 7 ans. Dans tous les comtés auxquels elle avait accès, il n'y en avait aucun. Il n'y en avait jamais eu. Évidemment, on ne peut pas enregistrer un acte de décès pour un homme qui est vivant, boit du mauvais décaféiné, 2 comtés plus loin. Le moment choisi pour la suite n'a pas été de mon fait. Nova m'a envoyé un texto. 9 jours après le rapport de Solem, Corinne veut tout le monde à Thanksgiving cette année, pas d'excuses. Elle dit qu'elle a quelque chose à faire signer à la famille, pour consolider définitivement l'héritage de papa dans l'entreprise, maintenant que suffisamment de temps a passé. J'ai appelé Ferry dans l'heure. Il avait déjà appris, par des canaux qu'il ne m'a pas expliqué, que l'avocat de Corinne poussait pour faire signer à Desmond et Nova un protocole reconnaissant Corinne comme seule membre survivante de la SARL. Ce document, une fois notarié et sans opposition, rendrait la bataille du divorce pour l'entreprise considérablement plus difficile à gagner. De plus, il enterrait silencieusement la découverte du compte de dépôt faite par Solem. Sous une fiction juridique supposant, sur le papier, qu'il ne restait aucun second propriétaire vivant pour soulever une objection. J'avais 4 jours. Ferry pouvait déposer une requête d'urgence pour avertir le tribunal, mais une motion allait difficilement arrêter une conversation de dîner de Thanksgiving. Et elle n'allait certainement pas empêcher Desmond, qui croyait encore, complètement et sans l'ombre d'un doute, que notre père était mort, de signer tout ce que Corinne lui présenterait, par simple deuil et par confiance. Je n'ai pas bien dormi pendant ces 4 nuits. Je restais éveillé, repassant l'inventaire dans ma tête, la boîte à chaussures contenant désormais 31 reçus. Vers de courrier recommandé, la déclaration de 6 pages de Dolores Vance. L'extrait d'immatriculation de la SARL, le résumé de Solem sur les fonds de garantie manquants. Et je sentais mon cœur se mettre à battre la chamade. Comme avant une grande présentation au travail.
Sauf que ce n'était pas une présentation. Cela allait être l'instant précis où toute ma famille apprendrait que je savais, depuis des mois, que notre père était vivant, sans en avoir parlé à aucun d'entre eux. Le conseil de Ferry était mesuré, laissez la justice faire son travail, ne faites pas tout. Exploser pendant les fêtes. Ma thérapeute? J'avais commencé à la voir 4 mois plus tôt, après l'arrivée de la déclaration de l'huissière, même si je ne lui avais pas révélé toute l'histoire jusque-là. Elle m'a demandé gentiment si j'avais plus peur de la confrontation en elle-même, ou de ce que cela signifierait pour les 6 dernières années, si je laissais passer ce moment sans être présente dans la pièce. Nova m'a envoyé 2 textos cette semaine-là, dont un juste pour demander « ça va ?» Je n'ai su quoi répondre ni l'une ni l'autre fois, alors je n'ai rien répondu. J'ai rangé la boîte à chaussures dans un cabas en toile le matin de Thanksgiving. Mes mains tremblaient tellement que j'ai fait tomber mes clés de voiture 2 fois dans mon allée, avant de réussir à ouvrir la portière. Corinne a abordé le sujet avant même que la dinde ne soit entièrement découpée. Comme elle le faisait toujours, tel un toast répété 100 fois dans le miroir. Elle remplissait les verres de vin, et elle a dit, à la cantonade, mais en s'adressant vraiment à moi, que cela lui brisait encore le cœur, 6 ans après. Que je ne sois jamais venu une seule fois sur la tombe de ton père, Mara. Pas une seule fois. Elle ne comprenait pas comment une fille pouvait être aussi ingrate pour tout ce qu'il m'avait donné. Le mot a résonné comme toujours, une petite lame précise, plantée au milieu d'une pièce remplie de gens prêts à croire tout ce qu'elle dirait ensuite. Je me suis levé. Je ne me souviens pas d'avoir pris la décision de le faire. Je me rappelle le bruit trop fort de ma chaise raclant le parquet, de Desmond levant les yeux en pleine bouchée, et du regard de Nova devenant soudain très fixe, comme il le devenait depuis des mois chaque fois que sa mère prenait la parole. J'ai posé le cabas sur la table, à côté de la sauce au canneberge, et j'ai commencé à étaler les récépissés un par un, du plus ancien au plus récent. 31 cartes vertes de courrier recommandées, signées de ma propre main au cours des 6 dernières années. Et à côté, la demi-feuille déchirée de papier jaune, indiquant, ma chérie, je me bats toujours. Et juste à côté, la déclaration de Dolores Vance avec ses dates et ses heures, ainsi que la déclaration notariée d'un voisin confirmant que Corinne était, en fait, bel et bien chez elle. C'est le dossier numéro 20 DR 04471, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé, ce qui m'a surprise plus que tout le reste au cours de cette soirée. Déposé. L'année même où tu nous as dit que papa avait fait une crise cardiaque. Il est le demandeur. Tu es la défenderesse. Il est vivant, Corinne. Il est vivant depuis le début, et tu as passé 6 ans à te cacher d'une huissière de justice, pour pouvoir garder le contrôle exclusif d'une entreprise qui est toujours à moitié la sienne. Sur le papier. En ce moment même. Ce soir. Personne n'a rien dit pendant ce qui a semblé être un très long moment. La fourchette de Desmond était toujours dans sa main, figée exactement de la même façon que la mienne l'avait été lors de ce dîner de Pâques, 1 an plus tôt. Corinne a pris la couleur de la nappe. Je l'ai vu changer en temps réel, le teint chaud de l'hôtesse s'est vidé de son visage en une longue vague. Puis, le verre de vin dans sa main lui a simplement échappé. Il n'a pas été jeté, ni lâché théâtralement, il a juste été libéré, comme si ses doigts avaient cessé d'être capables de tenir quoi que ce soit. Il a heurté le bord de son assiette et s'est brisé en 3 morceaux, le vin rouge se répandant rapidement sur la porcelaine blanche. Elle a ouvert la bouche, et rien n'est sorti. Pas un démenti, pas un seul mot. Desmond a retrouvé la parole avant elle, est-ce que c'est vrai? Il s'adressait à elle, pas à moi. Quelque chose dans le ton plat de sa voix m'a indiqué qu'il le croyait déjà, qu'une petite partie de lui portait sa propre version de 7 secondes d'hésitation depuis 1 an, sans se l'avouer. Nova n'a rien dit du tout. Elle a étendu le bras et a posé sa main à plat sur la mienne, sur la table. Les reçus étaient toujours étalés entre nous comme des
Pièce à conviction lors d'un procès. J'ai compris, à la fermeté de sa poignée, qu'elle aussi avait soupçonné quelque chose, depuis plus longtemps qu'elle ne me l'avait jamais dit. Le reste de cette nuit vit dans ma mémoire sous forme de fragments, Desmond criant, puis ne criant plus, puis restant assis très immobile, la tête dans les mains. Corinne, une fois qu'elle a enfin trouvé ses mots, proposant une version du style « J'ai fait ça pour protéger cette famille, partir aurait tout détruit ». Comme si 6 ans de courrier recommandé restaient sans réponse dans une boîte à chaussures n'avait pas été, en soi, une forme silencieuse de destruction. Mon téléphone a vibré sur la table, affichant un texto de Myriam Solem. Soit elle ne savait pas que c'était Thanksgiving, soit elle le savait parfaitement et l'avait envoyé quand même. Elle m'annonçait que la division des agréments de la Commission immobilière de l'État avait ouvert une enquête officielle sur les anomalies du compte de dépôt l'après-midi même, déclenchée par un signalement que Ferry avait déposé le matin par précaution. Elle ajoutait que la licence de gestion immobilière de Corinne allait très probablement être suspendue, en attendant les résultats. J'ai lu ce texto à haute voix, à table, devant une assemblée qui n'était déjà plus en mesure d'absorber la moindre information. J'ai vu ma belle-mère comprendre, en temps réel, que le dîner qu'elle avait organisé pour faire passer un protocole pour une simple formalité était devenu la nuit où tout ce qu'elle avait construit sur un mensonge s'effondrait, devant les seuls témoins qui aient jamais compté pour elle. J'ai appelé mon père depuis le parking, devant la maison de Corinne, à presque minuit en ce soir de Thanksgiving. Je portais encore le pull que j'avais prévu de mettre toute la journée, comme une fille normale lors d'un dîner normal, et je lui ai tout raconté, du début à la fin, ma voix se bloquant au moment du verre de vin. Il est resté silencieux un long moment à l'autre bout du fil, puis il a dit, 31 lettres, ce n'était pas vraiment une question, comme s'il essayait ce chiffre dans sa bouche pour la toute première fois. Je lui ai répondu que oui, 31, et que je les avais encore toutes conservées. Il n'a rien dit d'autre pendant un moment après cela. Je l'entendais respirer, et quelque part derrière lui, une télévision allumée trop bas pour qu'on comprenne. C'était, je crois, la première fois en 6 ans que l'un de nous pleurait au téléphone, sans que ni l'un ni l'autre n'ait besoin d'expliquer pourquoi. Desmond n'a plus adressé la parole à Corinne jusqu'à l'audience de divorce. 4 mois plus tard, il s'est assis au deuxième rang d'une salle d'audience presque vide, à côté de Nova et moi, les bras croisés, la mâchoire serrée. Après coup, dans le couloir, il m'a dit qu'il était désolé qu'il ait fallu un verre de vin brisé pour qu'il croie sa propre sœur, plutôt qu'une femme qui faisait de meilleures tartes. Ce n'étaient pas de vraies excuses, pas encore, mais c'était un début, et je les ai acceptées. Mon père a emménagé dans un petit logement en location 2 villes plus loin, en décembre. Pas dans l'un des 14 immeubles, Ferry lui avait recommandé de rester bien à l'écart de tout ce qui touchait à l'entreprise, jusqu'à ce que le divorce et l'enquête de l'État soient tous deux clos. Le partage équitable a pris encore 8 mois. L'affaire du compte de dépôt a pris encore plus de temps, faisant son chemin au sein de la commission d'agrément, pour finalement se régler par une modeste ordonnance de restitution, une fois que le bureau du procureur a tranché sur les chiffres. Bien que la situation soit particulièrement laide, les montants n'atteignaient pas tout à fait le seuil requis pour une inculpation pénale pour vol, comme Solem l'avait initialement craint. Corinne a gardé la maison. Mais elle a perdu sa licence, l'entreprise, et jusqu'à la dernière personne qui s'était assise à cette table de Thanksgiving et l'avait autrefois appelée « sa famille ». Je vois encore mon père la plupart des dimanches désormais. Il fait du mauvais café, et se plaint de son nouveau propriétaire, ce qu'il trouve, intérieurement, profondément amusant. Certains dimanches, nous ne parlons de rien de tout cela. Nous restons simplement assis sur son petit balcon étroit à regarder la rue. Comme nous nous asseyions autrefois sur le perron de la maison où j'ai grandi. Avant qu'il n'y ait un mensonge assez gros pour nécessiter 31 lettres. Recommandé pour survivre. Pendant 6 ans,
j'ai été la fille suffisamment ingrate pour ne jamais aller sur la tombe de son père. Je ne l'ai jamais visitée, en fin de compte, non pas par rancœur, mais parce qu'elle n'a jamais existé nulle part, sauf dans la version de notre famille que Corinne avait besoin de faire croire à tout le monde. De nos jours, quand les gens me demandent ce qui est finalement arrivé à Corinne, je leur dis la vérité avec le moins de mots possible, elle a tout perdu en essayant de faire taire un mort. Il n'a jamais été mort. Il attendait simplement quelqu'un d'assez ingrat pour conserver chaque lettre qu'il avait envoyée.